8h34, Christian Estrosi, maire de Nice, est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous vous êtes détaché de la politique nationale, c'est ce que vous dites. Vous vous consacrez à votre ville. Vous êtes candidat à la mairie de Nice. Hier, Xavier Bertrand était à votre place. Il a été très sévère avec Emmanuel Macron. Il préside un pays divisé comme jamais, a dit Xavier Bertrand, ajoutant « Ce pays est mal dirigé ». Vous êtes d'accord ? Je ne dirais pas qu'il est mal dirigé, je dirais simplement que nous avons le sentiment que sur un certain nombre de sujets où ce gouvernement avait démarré avec des réformes fortes, je pense au Code du travail, je pense à l'ouverture à la concurrence de la SNCF par exemple, qui sont autant de sujets que j'ai soutenus et où je me suis dit qu'on était engagé enfin dans les réformes structurelles qui nous avaient fait défaut ces dernières années. On est rentré maintenant dans un certain flottement où on a vraiment besoin d'aller vers ces réformes structurelles que d'autres pays ont su faire comme l'Allemagne et d'autres, et où nous avons une sorte de panne sans doute issue de la crise des Gilets jaunes de l'automne précédent. La situation politique, avant de venir à vos propositions sur le thème de la sécurité, la situation politique, hier encore, je fais allusion à Xavier Bertrand qui nous disait « Je suis convaincu qu'il n'y aura pas de duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen au second tour de la présidentielle ». Vous êtes aussi convaincu que lui ? Vous savez, si 3 mois avant le résultat des élections présidentielles et son premier tour, on nous avait dit qu'il y aurait cette configuration, je ne sais pas si Jean-Jacques Bourdin ou Christian Estrosi auraient été capables de faire ce pronostic. Donc je me garderais bien, plus de 2 ans avant, de faire des pronostics dans le domaine d'une élection présidentielle dont on voit qu'aujourd'hui c'est un mode de scrutin qui n'est plus adapté à la réalité de la Ve République. D'ailleurs, le passage du septennat au quinquennat a bien dénaturé les choses. Vous êtes favorable à quoi ? C'est-à-dire que, regardez, lors de la dernière élection, oui. Il y a 4 candidats qui pouvaient se retrouver au deuxième tour. Marine Le Pen, Mélenchon, François Fillon et Emmanuel Macron. Vous auriez très bien pu vous retrouver avec un deuxième tour Mélenchon et Marine Le Pen. Ça montre bien que le mode de sélection de ceux qui doivent concourir à cette élection, que le fait que vous ayez à élire en même temps un président de la République et un Parlement, ce à quoi ne procède aucune autre grande démocratie dans le monde, est un système qui aujourd'hui fausse complètement les données. Lorsque nous avions un septennat, il y avait des dissolutions. Vous êtes favorable à un septennat, vous êtes favorable à un retour à un septennat. Moi, je suis unique. Je suis favorable à ce qu'il y ait une plus longue durée pour le président de la République. Oui. Une durée qui soit la même pour le Parlement, et qui permette justement à des alternances de pouvoir s'exercer et à ce moment-là de pouvoir juger sur la durée. Quand on n'a pas la durée, voilà, l'avantage d'un maire par exemple, c'est que lorsqu'il remplit à peu près bien sa tâche, on a tendance à le renouveler, à lui faire confiance. Et on voit bien que pour réaliser, il faut une durée. On ne réalise pas des infrastructures, on ne met pas en œuvre une grande politique sociale, on ne met pas en œuvre une grande politique culturelle ou sportive ou économique sans une certaine durée. Et lorsque vous n'avez pas la durée, voilà, en 5 ans, on sait très bien que les réformes structurelles que vous ne faites pas dans les 2 premières années, après tous les blocages se mettent en route pour vous empêcher de les faire. Donc que ce soit sous Nicolas Sarkozy, que ce soit sous François Hollande, que ce soit aujourd'hui sous Emmanuel Macron, auquel que j'appelle à avoir une certaine forme de courage, parce qu'après tout, peu importe de perdre une élection présidentielle. On l'accuse d'être trop autoritaire, on l'accuse de beaucoup de choses. Moi, je ne porterai pas de jugement. Je dis simplement que la réforme, la réforme des retraites, la République en marche ne s'est pas prononcée. Elle ne vous soutient pas dans votre ville. Mais je suis le maire Les Républicains de Nice. Je suis aujourd'hui avec une liste sortante qui rassemble les meilleurs, et je proposerai une liste rentrante qui choisit les meilleurs en dehors de toute étiquette politique. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas de faire rentrer la politique politicienne dans l'administration municipale, dans l'administration de la cité. Est-ce que la République en marche vous soutient, oui ou non ? J'en reviens aujourd'hui que... Vous savez, il n'y a pas de candidat contre vous. Que le MoDem, s'il y avait un candidat
Et ce candidat s'est désisté. Bon, je n'y suis pour rien. Il s'est désisté pour vous. Enfin, non, il s'est pas désisté pour moi du tout. Non, il ne l'a pas dit. Mais... Il s'est désisté en formulant un certain nombre de critiques à mon égard. Oui. Voilà. Donc les choses sont très claires. Il s'est désisté surtout parce qu'il n'avait pas la capacité à se présenter contre moi. Et que La République En Marche estime raisonnablement, et je voudrais que la politique française, elle soit un peu faite aussi de cela, que comme les Républicains ou comme d'autres formations politiques se disent un maire est un maire qui n'a pas démérité, il n'y a pas de raison d'aller s'attaquer à une politique qui a été une bonne politique, qui a été bien conduite. Bon, il se trouve que j'ai signé un contrat d'objectif avec l'État pour respecter des critères en matière de finances publiques où on ne dépasse pas d'1,2% l'augmentation des charges de fonctionnement, où on soit en dessous de 12 années de capacité de remboursement de la dette. C'est le gouvernement qui a fixé ces critères, je les ai tenus. Non, mais alors, Christian Estrosi, et vous voulez aujourd'hui... Mais politiquement, attribuer... Mais si on revenait sur le fond... À qui attribuera-t-on votre victoire, politiquement ? Au fait que j'ai un bon bilan et que les Niçois jugeront que j'ai un bon bilan. Rien de politique. Personne ne pourra dire voilà, c'est notre parti qui a gagné grâce à Christian Estrosi. Ni sous Jacques Chirac, ni sous Nicolas Sarkozy, on ne m'a jamais imposer quelques règles que ce soit dans la constitution politique de mes listes. J'ai toujours dit que j'exigeais de la part de tout le monde, y compris ma propre formation politique, les Républicains, d'être libre de présenter mon projet, d'être libre de choisir les candidats qui me paraîtraient sur ma liste les meilleurs pour administrer la cité, que je n'accepterai l'ingérence d'aucune formation politique. La seule relation qui doit exister, c'est celle entre les Niçois et moi, et personne d'autre. Et je ne laisserai personne s'immiscer dans ce débat. Politiquement, votre victoire. Mais si, tout le monde se dit... Tout le monde pourra. Mais tout le monde. J'ai sur ma liste sortante des gens qui viennent des Républicains, des gens qui viennent du MoDem, des gens qui viennent des radicaux, des gens qui viennent de En Marche, et la plupart viennent de la société civile, ce qui est pour moi d'ailleurs l'essentiel. Bon, eh bien que chacun de ceux-là se réjouisse de pouvoir participer à l'administration de la cité à mes côtés, c'est plutôt un bon message de rassemblement pour les Niçois. Bien, Mila, vous avez suivi évidemment cette affaire Mila, cette adolescente de 16 ans qui est aujourd'hui sans affectation scolaire. Mila qui s'est excusée d'avoir blessé certaines personnes mais qui ne regrette rien. Qui doit s'excuser, Mila ou celles et ceux qui l'insultent ? Je dirais que on ne peut pas accepter non seulement celles et ceux qui l'insultent, et encore moins ceux qui profèrent des menaces à son égard. Aujourd'hui, d'être obligé de protéger un lycéen ou une lycéenne ou un étudiant dans notre pays, ça veut dire qu'il y a quelque part un véritable dysfonctionnement. Elle est légiférée d'ailleurs sur l'usage des réseaux sociaux. Sans doute que Mila... c'est peut-être le fond du problème. Mila a sans doute une part de responsabilité, mais on voit bien qu'aujourd'hui, à inciter tout le monde de pouvoir, par les réseaux sociaux, avoir le sentiment d'avoir une existence, une reconnaissance, des abonnés, des abonnements, etc., devient quelque chose d'extrêmement pervers. Donc voilà pourquoi, au fond, le phénomène de Mila doit nous alerter encore plus sur l'exigence de réglementer, de réformer tout cela. Alors, avant de parler de sécurité, parlons communautarisme. Le groupe Les Républicains et les centristes aussi du Sénat proposent ensemble d'ajouter dans la Constitution un alinéa à l'article 1, je lis, nul individu ou nul groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s'exonérer du respect de la règle commune. Eh bien, c'est utile, nécessaire, indispensable. C'est utile, nécessaire et indispensable, et je soutiens totalement cet amendement. Bien, le livre blanc de la sécurité intérieure. Vous allez présenter, vous allez remettre un rapport. Vous n'êtes pas seul, à plusieurs maires. Vous allez remettre un rapport au gouvernement dans quelques jours, je crois. Il se trouve que le gouvernement a souhaité constituer un livre blanc de la sécurité intérieure, demander qu'il y ait des contributions, et avec le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, avec Arnaud Robillard,
Robinet, le maire de Reims, où nous avons constitué un mouvement d'élus de droite républicaine qui aujourd'hui représente à peu près 300 maires. Nous avons décidé d'apporter une contribution parce que nous considérons qu'aujourd'hui nous ne pouvons plus accepter que la responsabilité régalienne en matière de sécurité soit seulement exercée par l'État. La montée de la délinquance, la montée des incivilités dans nos cités, sur nos espaces publics, dans nos quartiers, où bien sûr souvent nos concitoyens se tournent vers nous, il se trouve que nous sommes un petit maillon de la chaîne pénale puisque nous n'avons en charge que le côté de la prévention, que la répression c'est le ministère de l'Intérieur, que le jugement et la décision judiciaire et l'enquête judiciaire c'est la justice, et que nous sommes à la merci de ces décisions dans lesquelles nous ne pouvons pas intervenir. Bien. Et donc nous avons décidé d'apporter une contribution extrêmement forte. Et ce matin vous révélez donc sur RMC et sur BFM TV la teneur de ce rapport, tout ce qu'il y a dans ce rapport, avec plusieurs propositions. J'y viens, je vais en choisir quelques-unes, notamment la reconnaissance faciale. Je sais que vous êtes attaché à la reconnaissance faciale. Que demandez-vous? Que l'on change la loi pour permettre d'autoriser la reconnaissance faciale? Sur les 3 objectifs que nous fixons dans ce rapport, il y a un objectif qui touche à utiliser l'intelligence artificielle et le numérique, qui sont pour nous des moyens, et pas pour nous, c'est aider l'État, parce que qui équipe de réseaux de vidéos l'ensemble de nos cités? Ce sont les maires, c'est pas l'État. Par contre, on sait que en ayant un logiciel comme celui dont je dispose à Nice, qui est d'ores et déjà opérationnel, si l'État décide de mettre un certain nombre de fiches qui identifient de manière biométrique des fichiers S, des délinquants sexuels, des personnes recherchées extrêmement dangereuses. En un quart de seconde, grâce à notre réseau de vidéos, vous pouvez les identifier. Et en préservant les libertés individuelles de tous ceux dont la fiche n'est pas dans le logiciel. Pourquoi se priver de cela? Comme je dis toujours, on ne peut pas gagner les guerres du 21e siècle sans les armes du 21e siècle. Vous demandez à ce qu'on change la loi? Je demande à ce que la CNIL, qui aujourd'hui qui est contre, j'ai vu encore dans le Figaro ce matin, avec cette espèce de dogme où on continue à s'appuyer sur une loi poussiéreuse de 1978 intitulée Informatique et liberté, selon laquelle utiliser la reconnaissance faciale porterait atteinte aux libertés individuelles. Monsieur Bourdin, je vous pose la question. Vous avez confié à qui? À Monsieur Trump ou à Monsieur Xi Jinping de pouvoir vous suivre au quotidien? C'est votre choix. Mais en tout cas, avec votre téléphone portable, aujourd'hui, on sait à quelle heure vous vous levez, à quelle heure vous vous couchez, comment vous vous nourrissez, comment vous vivez, comment vous vous déplacez. Et alors, la sécurité intérieure de notre pays n'a pas le droit simplement de suivre les 0,5% de personnes extrêmement dangereuses, là où vous êtes suivi, ne serait-ce qu'en donnant vos données biométriques pour qu'on contrôle votre passeport aux entrées aux aéroports. Un projet de loi spécifique doit être présenté par le gouvernement? Alors, si la CNIL estime qu'il y a une modification à la loi de 78, eh bien que le gouvernement le fasse. J'ai des parlementaires qui me sont proches, comme la députée Marine Brenier, qui a déposé une proposition de loi dans ce sens que j'ai rédigée, et qui aujourd'hui pourrait permettre cette modification. Et ce n'est pas le seul sujet. Non, ce n'est pas le seul, mais c'est un sujet majeur. C'est un sujet majeur. Vous avez, qui peut aider aussi en matière de protection. Par exemple, un enfant perdu, pour des parents. Vous savez qu'en mettant... Certains disent c'est dangereux. On va surveiller les déplacements, on peut surveiller le comportement des citoyens. Mais desquels de citoyens? Ceux qui ont une fiche, pas ceux qui n'en ont pas. Est-ce que vous estimez, si votre fiche n'est pas dans le logiciel, j'imagine qu'elle n'a pas de raison de s'y trouver. Vous n'êtes pas fichier S, vous n'êtes... Bon, à partir du moment où elle n'y est pas, vous n'êtes pas détecté. Donc, je suis observé. Je dis aux honnêtes... Je ne suis pas détecté, mais je suis observé. Mais vous l'êtes par les réseaux de vidéos qui existent déjà de toute façon. Vous l'êtes.
Vous l'êtes. Vous êtes observé par des réseaux de vidéos qui sont acceptés et dont tout le monde demande dans toutes les villes au maire d'augmenter même leur couverture. Donc cela, c'est fait. Mais si vous n'avez pas votre fiche, vous n'êtes pas détecté. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, sur des plaques minéralogiques de véhicules recherchés, sur des personnes recherchées, permettrait de les identifier. Si vous avez un enfant perdu ou une personne âgée touchée d'une maladie mémoriale qui se soit échappée d'un EHPAD, par exemple, qui est une douleur importante pour des familles et pour des parents, eh bien, de pouvoir mettre, ne serait-ce que de manière très temporaire, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, la fiche, vous permet de les retrouver immédiatement et ensuite de la sortir sans qu'aucune donnée biométrique ne soit conservée dans le logiciel. Pourquoi se priver de cela? Bien, Christian Estrosi, vous faites d'autres propositions aussi dans ce rapport, notamment, je vais en prendre 2, qui concernent les policiers municipaux. Vous demandez des contrôles d'identité par les policiers municipaux, la possibilité pour eux de contrôler l'identité d'un citoyen, et puis la création d'écoles de policiers municipaux. Oui, absolument. Aujourd'hui, pourquoi refuser? Voilà. Oui. Je dis la responsabilité régalienne, jusqu'à présent, on disait la responsabilité régalienne de la sécurité, c'est l'État. C'est l'État. Eh bien, aujourd'hui, avec l'ensemble des maires de la France vous voulez audacieuse, partager cette responsabilité nous disons, on veut régalienne. partager cette responsabilité. On ne veut plus avoir à continuer à dire à nos administrés, c'est pas nous, c'est l'État. On est prêt à assumer une part de cette responsabilité. Pourquoi? Par exemple, lorsque ma police municipale constate qu'un établissement constitue des nuisances sonores, il y a du trafic, il y a des risques, il y a de la drogue, etc. On fait les constats, on dresse les PV, on les adresse au procureur ou au préfet, on demande la fermeture administrative de l'établissement, on ne l'obtient pas. Je demande à avoir le droit de prononcer moi-même la fermeture administrative d'un établissement de ce type. Pourquoi, lorsque ma police municipale poursuit un délinquant avec sa voiture qui a renversé une dame âgée, il n'a pas le droit, après l'avoir réussi à l'interpeller en flagrant délit, de pouvoir consulter un fichier pour savoir si c'est une personne dangereuse, recherchée, etc., et de pouvoir ainsi redoubler d'efficacité, alors que les polices municipales sont les 3e forces de sécurité intérieure aux côtés de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Pourquoi ne peut-on pas prononcer nous-mêmes l'évacuation de squats, là où aujourd'hui un propriétaire ne fait pas le nécessaire lorsque son immeuble est occupé, que nous avons affaire à des populations dangereuses. Et il se trouve que j'ai à Nice aujourd'hui un squat qui a été constaté depuis maintenant plus de 3 mois. Le tribunal s'est prononcé à dire on verra après le 1er avril. Et pendant ce temps, dans le secteur, il n'y a que des troubles qui inquiètent notre population. Eh bien, je veux avoir le droit de prononcer moi-même l'évacuation de ce squat quand c'est une exigence pour à la fois des raisons sanitaires et des raisons de sécurité publique. Bien, Christian Estrosi, la mairie de Nice, l'aéroport, sujet de beaucoup de contestations, extension de l'aéroport, 25 000 mètres carrés supplémentaires, c'est cela Non, c'est pas une extension de l'aéroport. C'est pas une extension. C'est une extension d'un aérogare. D'un aérogare. Bon, aberration climatique. Est-ce une aberration climatique? J'ai entendu vos opposants le dire et le répéter. Bon, certains de vos opposants. D'abord, je ne suis pas le responsable de l'autorité aéroportuaire. Il y a eu une enquête publique qui a été rendue favorablement. Le préfet a accordé un permis de construire pour donner du confort et je le soutiens. Pourquoi? Nous sommes le 2e aéroport international de France. Nous avons des résultats économiques qui sont remarquables, alors qu'il y a une baisse générale du chômage dans notre pays à 3, et quelques %. Il se trouve que sur la métropole de Nice, j'obtiens sur le dernier trimestre un résultat avec une baisse de 5,5% du chômage. C'est-à-dire qu'avec le 2e aéroport international de France, où nous avons des lignes qui nous raccordent à 130 destinations dans le monde, aujourd'hui nous accueillons dans un aérogare où on fait attendre 1 heure, 1 heure et demie les gens qui arrivent de l'étranger pour passer le contrôle de la police aux frontières, parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Vous trouvez que la France doit recevoir dans de mauvaises conditions ceux qui nous visitent? Ou au contraire, faut-il accorder à l'image... Ceux qui sont opposés au projet disent c'est
un encouragement à l'accueil de touristes étrangers en masse par avion, et sur le plan climatique, c'est une aberration. Écoutez, c'est un soutien à l'économie. Sur l'économie, nous sommes le premier aéroport. De plus en plus nous sommes le premier aéroport français qui a signé une charte zéro carbone. Il se trouve qu'en plus à Nice, avec l'ouverture des nouvelles lignes de tramway que je viens de livrer, sur les 6 derniers mois, nous enregistrons avec les capteurs d'Atmos Sud des baisses de CO2 de près de 14%, de NOx de 17% et de particules fines de 12%. Donc voilà, tous ceux qui utilisent ça sont ceux qui nous privent de TGV depuis 20 ans parce qu'ils s'opposent à toutes les enquêtes publiques, sont ceux qui étaient contre l'ouverture d'une nouvelle ligne de tramway, sont ceux qui me combattent sur l'ouverture de nouveaux espaces verts au cœur de la ville. Donc on voit que ce sont des écolos aujourd'hui de théâtre et qui en réalité n'ont pas compris que l'écologie et l'économie n'étaient pas des ennemis, mais au contraire devaient être des partenaires au service de la croissance et de la création d'emplois. Et puis bientôt le retour d'un train Paris-Nice de nuit. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Ah ben, c'est une bonne nouvelle parce que moi-même, je l'ai longtemps utilisé. Il m'a fait défaut et je dois dire que j'en serais volontiers de nouveau un usager. Bien, merci Christian Estrosi d'être venu nous voir. 8h54 RMC BFM TV. Merci.